Aujourd'hui, on a un peu la mémoire courte et surtout, en un sens, on ne connaît pas nécessairement bien l'histoire de France en termes de colonisation. Ce qui me frappe personnellement pour un francophone que nous sommes, c'est que ça se fait dans un pays anglophone, en particulier le Kenya. Donc, on se rappelle qu'il y a quelques années, le président Macron et le président Ruto avaient des échanges tenus sur les questions de restructuration de l'économie mondiale, de la restructuration de la dette. Donc, c'est un peu dans cette continuité-là. On voit bien quand même qu'il y a une espèce de bascule quand même au niveau de la pensée dont la France pense son nouveau rapport à l'Afrique. Plus orienté business que, on va dire, basé sur l'ancien héritage france-africain, pour ne pas le nommer. Donc, cette espèce que tu viens déjà de nommer, d'ailleurs. de refonte un peu qui est envisagée, donc doit être plus orienté business et investissement. Et on se rappelle qu'il y a quelques jours, M. Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, était à Lomé notamment pour parler justement en partie de ce sommet-là. Donc, il n'y aura pas nécessairement les pays de l'AES, mais Lomé y est invité. Donc, on s'imagine bien qu'on garde quand même une relation. Et donc, c'est cette espèce de nouvelle architecture-là qui semble se déployer dans ce contexte-là. Et là, on va vers les pays où on estime qu'il y a plus de business à faire, comparé par exemple à des questions plus historiques. Donc c'est un peu cette perspective-là et on verra un peu comment ça se passe. On notera d'ailleurs, même que vous l'avez dit, en dehors du sommet Africa Forward, il ira également en Éthiopie et en Égypte. Donc vraiment, on est sur un axe à la fois oriental et anglophone. Et donc, il y a eu une espèce on va dire de dérive un peu loin du précaré traditionnel francophone qui se dessine. Comment nos pays de ce côté de l'Afrique pensent cette bascule-là, je serais curieux de le savoir. Samir. Mais écoutez, madame, vous savez qu'il y a quelques années déjà, le président français Emmanuel Macron avait décrété la fin de la France-Afrique avec ses pratiques opaques et les réseaux d'influence hérités du colonialisme. Et donc, je pense qu'ils sont toujours dans cette lancée, le renouvellement donc, de leurs partenaires sur le continent africain. Si à l'époque, ils avaient une influence beaucoup plus en Afrique subsaharienne et aussi au niveau donc, de l'Afrique du Nord, aujourd'hui, on les retrouve au Kenya, en Égypte, et en Éthiopie et tout cela. Ils essaient de diversifier et tout cela. Il faut aussi qu'on ait à l'idée que la France, c'est pas un pays ordinaire. C'est pratiquement le top 10 en termes de puissance économique mondiale. C'est le 4e investisseur étranger sur le continent africain. La France et la Grande-Bretagne sont pratiquement les 2 pays européens qui investissent plus sur le continent africain. On parle pratiquement de 65 milliards d'euros en termes d'échanges commerciaux en 2024. Pour la France ? Absolument. Et vous savez que la France, elle est présente en Afrique, je dirais son secteur privé, avec pratiquement 2500 filiales. Donc ça veut dire que c'est énormément d'investissements qui se font dans le secteur des infrastructures. Donc la France est dans les questions de construction des routes, des bâtiments et tout cela. La France est beaucoup plus dans l'énergie aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, également dans les ressources minières et tout cela. Et donc je pense que ce n'est pas un partenaire à négliger. C'est vrai que les relations entre la France et ses ex-colonies se sont dégradées au fil de ces dernières années. Mais cela n'enlève pas à la France cette capacité économique qu'elle a d'apporter une valeur ajoutée à nos économies. Et donc, c'est véritablement cette vision-là qu'ils ont de faire en sorte que les relations soient gagnant-gagnant. Et je pense que c'est à l'Afrique, notamment aux pays africains qui commercent avec la France, de veiller à ce que les échanges commerciaux soient équitables véritablement et que cela profite véritablement de part et d'autre au peuple donc des pays. Voilà. Non, vous savez, depuis un moment, Emmanuel Macron, le président français, essaie de s'éloigner un peu de la France-Afrique traditionnelle que nous connaissons pour maintenant aller vers des partenariats précis basés sur le sport, l'économie, la culture et autres. Cette fois-ci, vous comprenez que la tournée dont il est question devra donc s'inscrire dans ce que j'appelle une opération de rachat de la France vers l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir depuis quelques années, la tension entre l'Afrique et la France n'est toujours
pas plus au beau fixe. Donc, il est temps à ce que la France reprenne ses outils, et cette fois-ci d'une autre manière. Voilà pourquoi nous parlions tantôt d'un partenariat précis et pas un partenariat... On se rachète auprès de la personne avec qui on est en froid. Sauf qu'aujourd'hui, le président français ne vient pas dans ces pays où la France était bien placée. Non, c'est vrai. Se dirige vers le Kenya, un pays anglophone, comme Renaud l'a précisé, l'Égypte, un pays arabe. Oui, mais l'Afrique entière aujourd'hui, lorsque nous prenons le rapport entre l'Afrique et la France, il y a de cela quelques années, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. La jeunesse africaine est vent debout aujourd'hui contre ce qu'on peut appeler une politique française vers l'Afrique qui regarde l'Afrique de haut. Et je pense que c'est cette vision de la chose que Emmanuel Macron veut changer cette fois-ci en adoptant une autre posture. Et cette posture qui ne dit pas son nom, mais vise à contraindre. De l'autre côté également, n'oubliez pas, sur le continent aujourd'hui, il y a des partenaires de poids qui commencent ou alors continuent pas à prendre le terrain. Je veux parler de la Chine, de la Russie, de la Turquie et autres. Alors, cette tournée, cette fois-ci, de la France, viserait à ramener ou alors à reprendre des partenaires historiques, qui sont des pays francophones, à dire attention, nous sommes toujours là, ne donnez pas tout l'espace. Même si nous ne venons pas chez vous. Voilà, nous sommes toujours là et nous sommes toujours à la porte. N'oubliez pas, dans une déclaration récente, un Français avait dit « Nous reviendrons en Afrique et nous reposséderons l'Afrique ». Ne croyez pas que c'est une phrase lancée à l'air comme cela. Sauf que cette fois-ci, la reconquête sera différente. Sauf que cette fois-ci, la procédure ne sera plus la même chose. Sauf que cette fois-ci, il y a lieu de changer de paradigme. Je pense que c'est ce que Emmanuel Macron est en train de vouloir faire. Il appartient désormais au continent africain. Quand je parle du continent africain, je parle des dirigeants africains, d'avoir maintenant leur méthodologie face à cette nouvelle opération que la France est en train d'entamer. Renaud, Emmanuel Macron fera étape samedi en Égypte où il doit inaugurer avec son homologue Abdel Fattah al-Sisi l'université de la francophonie Senghor à Alexandrie. Pourquoi une université de la francophonie dans un pays arabe? Ça part d'une vieille tradition, l'université Senghor en Égypte, qui est là depuis des années, qui était justement sous l'impulsion du président sénégalais d'ailleurs. Donc c'est un outil de diplomatie très important dans le milieu académique. Donc c'est dans la continuité de cela. C'est ce qui montre d'ailleurs la relation, l'histoire très complexe de la France avec les différents pays africains. Aujourd'hui, on a un peu la mémoire courte et surtout en un sens, on ne connaît pas nécessairement bien l'histoire de France en termes de colonisation, mais ils ont souvent été perçus comme un contrepoids aux Britanniques pendant longtemps dans différents pays. Donc, beaucoup de pays ont joué des antagonismes traditionnels vieux de plusieurs siècles entre les Français et les Anglais pour avoir différents intérêts. Ce qui explique aussi en partie le fait que l'université Senghor existe justement en Égypte. Au-delà de ça, ce que ça doit nous rappeler aussi, c'est que l'histoire, elle est longue. L'histoire est longue et ce qui compte, ce sont les intérêts que l'on défend aujourd'hui et ceux que l'on veut défendre demain. Par rapport à nos pays africains, il y a aujourd'hui encore une espèce de romantisme presque émotionnel, un peu comme des ex un peu qui étaient dans une relation toxique là. On est très à fleur de peau quand on parle de la France pour lui y voir ce qu'elle n'est pas ou parfois en bien ou en mal. La France, il faut le dire, c'est une puissance moyenne à l'échelle mondiale. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine, absolument pas, mais ce n'est pas non plus un pays de seconde zone. Comme le disait mon prédécesseur, c'est un pays qui a un poids économique notable. Quand on pense à la France, quand on pense à l'Allemagne, quand on pense à l'Angleterre, ce sont des partenaires qui, de mon point de vue, sont plus faciles à gérer pour nous pays africains que les Américains ou les Chinois. Dans quel sens? Parce que les Chinois et les Américains sont beaucoup plus grands. Et c'est bien plus difficile pour un pays africain de, entre guillemets, imposer des choses à Washington ou à Pékin qui ne le ferait à Paris, par exemple. Parce que justement, la taille n'est pas la même, la puissance n'est pas la même. Et les relations, justement, un peu historiques ne sont pas les mêmes non plus. Donc c'est jonglable.
C'est voilà, un peu plus jonglable, on va dire, comparé par exemple à ce qu'on vous ferait vis-à-vis de Beijing, par exemple. Et ça, non, c'est une dimension dont on ne tient pas suffisamment compte quand on pense nos rapports à une puissance en déclin, mais quand même une puissance quand même notable comme la France, vous voyez, et depuis nos pays. Et donc il y a cette espèce de romantisme là, excessivement émotionnel que l'on a quand on parle de la France. Certains y voient le diable incarné, d'autres le parangon de la démocratie et tout ça. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas avec ça qu'on remplit les assiettes. Et il faut, de manière tactique et stratégique, voir en quoi une puissance moyenne, comme la France, mais qui a quand même de très gros atouts au niveau économique, technologique et culturel, et qui a quand même un certain point faible vis-à-vis des pays, notamment africains, francophones, peut nous apporter dans une perspective de développement économique, technique et social, plutôt que d'être dans une espèce de posture de France dégage, parfois un peu naïve hein, vis-à-vis des rapports réels que l'on a, quand on sait que d'autres acteurs qui arrivent, que ce soit les Turcs ou les Russes, ne sont pas moins opportunistes et moins concentrés sur leurs propres intérêts que ne l'étaient les puissances coloniales d'avant-hier. Alors, Dieudonné demande aux dirigeants africains de revoir leur méthodologie. Oui, absolument. En quoi faisant justement, quels sont nos intérêts, qu'est-ce qu'on a comme levier sur la table et surtout où est-ce qu'on veut aller. Quel est le but? Est-ce que le but, c'est de remplir des comptes en Suisse ou de faire des routes, des hôpitaux, des universités chez nous? C'est fondamentalement de ça qu'il s'agit, parce que personne n'est là pour nos beaux yeux. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Il faut savoir que vous ayez ces beaux yeux. Pour commencer, donc, chaque franc que le contribuable français, anglais, allemand ou européen débourse pour une activité culturelle, sociale, hors d'Europe, hors de France, hors d'Angleterre, hors d'Allemagne, doit être justifié d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui le justifie? Est-ce que c'est juste une espèce de mauvaise conscience par rapport à la colonisation qui s'éloigne de plus en plus de nous historiquement hein? Ou est-ce pour la diplomatie et donc faire rayonner le pays? Et la question pour ceux qui reçoivent ces fonds-là, c'est comment faire en sorte que ça nous avantage au maximum et que nous aussi on puisse construire ce qu'on appelle le capital humain. Un vrai capital humain en termes de gens formés, éduqués et capables de défendre et de construire, de créer. Parce que tant qu'on est là juste à recevoir des sous, sans penser leur utilisation et comment on va s'appuyer dessus pour construire véritablement, on sera des pays où les sous viennent pour faire des routes. À la fin, on n'a ni les sous et on n'a ni les routes. Et ça, c'est tragique. Est-ce que ça arrive la plupart du temps sur le continent? On n'a ni les sous, ni les routes, Samy? Ben écoutez, je pense qu'il est important qu'on ait à l'idée aussi que ce renouvellement de partenariat avec l'Afrique, c'est beaucoup plus axé sur l'économie, sur les investissements. Parce que quand on regarde un peu la réaction de la présidence française, qu'il dit qu'en fait, c'est de pouvoir afficher en créant un partenariat renouvelé avec les pays africains. Ça veut dire que la stratégie va changer, la méthodologie va changer véritablement pour la France. Et d'ailleurs, même c'est ce qui explique que le président français viendra à ce sommet avec énormément de patrons français, donc les grands patrons des grandes sociétés, des grandes firmes et tout. Ils seront là au Kenya pour parler économie, pour parler investissement, parce qu'ils ont compris qu'en fait, quand vous êtes sur un terrain de bataille où vous avez des concurrents qui parlent moins politique, qui s'ingèrent moins des affaires intérieures des États, comme la Chine, comme la Russie, comme la Turquie aujourd'hui, qui ne mettent pas forcément en avant les questions de démocratie, les questions de respect des droits humains, mais qui parlent d'abord d'opportunités économiques avec les pays africains. Mais dans ces partenariats économiques, ils essaient également de pouvoir convaincre les États africains d'améliorer un certain nombre de choses, notamment en termes d'état de droit, de démocratie, des droits humains. Donc je pense que la France a compris qu'il fallait étendre son hégémonie, d'étendre son influence au-delà de son précaré. Au-delà donc de son précaré, donc au-delà de la zone francophone. Il faut aller au-delà. C'est pour ça que quand vous prenez ces pays africains dits anglophones, c'est vrai que vous avez l'Agence française de développement qui est un instrument
qui est un instrument d'intervention de la France, notamment dans la mise en œuvre des différents projets de développement. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup plus, au-delà même de l'Université Senghor qui est là depuis des années, vous avez des instituts français où on forme les gens en langue française et tout cela, parce que l'influence se fait également à travers la langue. Plus vous avez dans un pays anglophone de plus en plus de personnes qui s'intéressent à votre langue et qui essaient d'apprendre votre langue, vous avez donc des atouts pour pouvoir atteindre un grand nombre de personnes. Donc je pense que la France est dans une nouvelle posture, vivement qu'on quitte aussi l'émotion. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique subsaharienne, on n'a pas encore quitté l'émotion. On pense que la France viendra pour nous servir le beurre et le lait du beurre sur un plateau, alors que la France vient sur le continent pour faire des affaires. Donc c'est à nous de pouvoir offrir des choses qui véritablement répondent aux attentes des populations. Parce que si nous nous comportons toujours comme une ex-colonie, une nation redevable à la France, qu'on ne prend pas en main notre souveraineté, qu'on ne prend pas en compte nos priorités en termes de développement, on ne fera que subir cela. C'est pour ça qu'il est important de renouveler la nouvelle vague de dirigeants africains, de faire en sorte que la jeune génération puisse prendre la relève et qu'il ne soit pas redevable à la France par rapport à son rôle qu'il aurait joué, tout cela. Vous donnez ce coup la tête. Véritablement. Donc je pense que ça doit être une opportunité pour les pays africains d'en saisir et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de transfert de technologie au niveau de la France, parce que quoi qu'on dise, la France a une expertise dans plusieurs domaines qu'elle peut également partager avec les pays africains. Est-ce que le renouvellement donc, de la classe politique africaine fait partie de cette méthodologie que tu demandes aux dirigeants d'adopter? Le renouvellement de la classe africaine, je parlerai plutôt de renouvellement de mentalité de la classe politique africaine. Même si on ne peut pas renouveler la classe politique africaine, il faut que la classe politique africaine change de mentalité, change aussi de paradigme, parce que la France a changé sa manière d'aborder l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une diplomatie souple ou alors douce, comme on le dit, le soft power, que la France est en train d'user vers l'Afrique. Voilà pourquoi l'accent est beaucoup mis sur l'entrepreneuriat, la jeunesse, une manière de redorer l'image de la France auprès de la population civile. Mais concrètement, qu'est-ce que la France recherche? Concrètement, qu'est-ce que l'Afrique recherche? Hier, on dirait que serait l'Afrique sans la France? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de se poser la question que serait la France sans l'Afrique? Alors sinon... On a le droit de se poser toutes les questions. Naturellement. Sinon, qu'est-ce qui presse? Ou alors, qu'est-ce qui fait bouger la France aujourd'hui à être derrière l'Afrique et de dire, attention, nous allons faire autrement la politique, nous allons faire autrement, gérer autrement les affaires. Alors, je viens maintenant avec une bonne foi, on va gérer autrement, on va aller de l'avant, on va y aller avec gagnant-gagnant et tout et tout. Pourquoi est-ce que la France opte pour cette politique cette fois-ci? Alors, cela répond à la question de savoir que serait la France sans l'Afrique. Aujourd'hui, un continent qui a un rendez-vous avec un pays. En soi, c'est quelque chose que je criblais. Mais on est dans un village planétaire aujourd'hui, mais il y a lieu quand même que les stratégies se repositionnent à tous les niveaux. Et moi, je suis aujourd'hui l'un de ceux-là qui ne veut plus diaboliser la France en matière de développement sur le continent. Beaucoup plus nos développements incombent nos dirigeants. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous mettez sur la table de discussion? C'est en cela que la France vient à vous. Mais si vous mettez que de la médiocrité sur le tableau, vous mettez que tout ce qui va dans l'intérêt du camp opposé, eh bien évidemment, on serait à vie redevable à la France et on aura encore nos langues pour parler, nos yeux pour pleurer, pour dire la France, vous avez ci, la France, vous avez cela. Moi, je suis encore très loin aujourd'hui de diaboliser la France. Renaud Voici dit, une nouvelle période. On n'aura ni les routes, ni l'argent. Malheureusement, cela dépend de la gestion que nous-mêmes nous offrons. De la gestion, d'ailleurs, on parle du franc CFA, un vieux débat qu'on n'arrive même pas encore à trancher jusqu'ici. Voilà que la France change sa façon d'aborder l'Afrique. Est-ce que l'élite
l'élite africaine vient maintenant reposer le débat de la monnaie pour véritablement aller avec ce nouvel élan. Voilà, ce sont là les enjeux qui sont là, mais qui irait en premier? La France a ouvert la vanne. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique présente? Qu'est-ce que l'Afrique amène? Qu'est-ce que l'Afrique visualise pour le développement de ce grand continent? Nous parlons d'un pays et un continent, en fait. Le pays, c'est la France. Le continent, c'est l'Afrique. Le président français se rend à Addis Abeba, en Éthiopie, Renaud, pour sa première visite au siège de l'Union africaine. En quoi est-ce que c'est symbolique, près de 10 ans après le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, au Burkina Faso? On est toujours dans cette continuité-là de la bascule. On voit bien qu'il n'a pas choisi des territoires connus, mais il commence par un pays, on va dire, arabe, donc du Maghreb. Ensuite, il va dans un pays anglophone et ensuite, il va à l'Union africaine. Il s'adresse à l'Afrique et on est vraiment dans une logique Afrique-France. Vraiment... En disant laissa au placard, en tout cas symboliquement, toute la tradition france-africaine et en repassant sur une approche plus institutionnelle et en parlant directement à quelques géants quand même de l'Afrique, que ce soit l'Égypte ou l'Éthiopie, qui portent par ailleurs le siège de l'Union africaine. Et donc, on se demande je me demande vraiment comment les chefs d'État, les chancelleries africaines francophones perçoivent, elles, cette bascule française. Est-ce qu'il y a déjà des signaux de leur part pour que vous puissiez faire vos analyses? Il y a quand même le fait que dans le cas spécifique du Togo, le monsieur Barrois soit quand même passé quelques temps avant, juste pour le ministre des Affaires étrangères de la France. Français, faire le lien, on va dire, de la rencontre et inciter les dirigeants à y venir. On imagine bien sûr que la question de l'AES a été abordée en sous-main, mais bon, on n'était pas dans la salle, donc on ne peut pas le savoir. Mais il est certain quand même que le regard continue à être maintenu là-dessus. Qu'est-ce que nos chefs d'État vont faire? On verra quelles seront les premières actions après le sommet déjà Africa Forward et ensuite on verra s'il y aura de nouveaux développements. Il faudra aussi relever que dans bien des cas, il y a toujours cette approche très bilatérale. C'est togolo-français, c'est bénino-français et tout ça. Et avant de penser, il y a une approche plus concertée d'un bloc, on va dire, francophone. Chacun tire d'abord son épingle du jeu. Essaie en tout cas, les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes. Il n'y a pas de pensée de bloc, on va dire, francophone nécessairement. Encore que l'UEMOA, chez nous, peut avoir ce genre de levier. On finit quand même par poser la question finalement de est-ce que la francophonie, en tant qu'institution, ne va pas pâtir de ce repositionnement-là? Parce que quand même, il faut garder à l'esprit qu'en même temps que la France est en train de faire cette espèce de bascule, on va dire, vers une approche plus business, une approche plus orientée business au niveau externe avec l'Afrique. Au niveau interne, quand même, on essaie de voir quand même des mouvements plus ou moins anti-étrangers. Est-ce que c'est spécifiquement anti-africain? C'est pas clair parce que par exemple au niveau des frais de formation dans les écoles, dès l'année prochaine, les frais de scolarité se multiplient par 20 pratiquement pour les étudiants étrangers non européens. Vous voyez, c'est une chose qui affecte directement les étudiants africains par exemple qui ont des bourses bien moins capables que par exemple les étudiants chinois qui eux sont beaucoup plus riches et quand ils vont étudier. Donc on voit quand même qu'il y a des différents signaux dans la façon dont on aborde la relation aux différents pays. Business dehors, mais quand même on vous dit en interne, on ne veut pas forcément vous avoir, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que c'est le moment, comme Dieudonné le suggère, de replacer le débat du franc CFA, rapidement? Le franc CFA est une question particulière parce que autant les populations étaient très chaudes là-dessus il y a quelques années, autant les élites ne sont pas spécialement pressées en fait de changer de monnaie. C'est ça la réalité des choses. Deux visions différentes. C'était Kakonou il y a quelques années qui disait lors de congrès que l'ECO, donc la fameuse monnaie de l'Afrique de l'Ouest, mettrait 10 ans à être mise en place parce que ni les Nigérians ni les Ghanéens ne veulent vraiment de nouvelles monnaies au niveau des dirigeants en tout cas parce que cela demande, il y a trop de complexité au fait de faire ça parce que même nous, je ne sais pas si on a vraiment envie d'avoir une monnaie commune ouest-africaine parce que dans les faits, une monnaie commune ouest-africaine aujourd'hui
ce sera du Naira. Hein. Si on veut être très concret, parce que le Nigeria, la devise du Nigeria. Le Nigeria, c'est 70% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Donc forcément, si on fait une monnaie commune, ce sera plus ou moins du Naira à 70%. Donc, il faut voir en fait si on est politiquement prêt à avoir ce genre d'approche ou si on va plutôt faire une monnaie commune UEMOA francophone. Donc ça encore, c'est des débats très techniques qui sont bien au-delà du simple fait de dire français CFA dégage ou pas. C'est concrètement comment on met ça en place. L'Élysée annonce que le président Macron aura une rencontre à 3 avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamadou Ali Youssouf, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour appuyer les efforts africains en vue de la résolution des crises sur le continent. Samir. Mais écoutez, madame, peut-être que si le président Emmanuel Macron ne se rend pas au niveau du siège de l'Union africaine, peut-être que vous poserez énormément de questions. Parce que pourquoi venir en Éthiopie et ne pas aller dans une organisation où votre organisation contribue à près de 80% de son budget? C'est la réalité. C'est-à-dire que quand vous prenez l'Union africaine, la grande partie de son financement provient de l'Union européenne. Alors, Samir, nous allons marquer une pause. Nous revenons après le journal, mais je vais t'accorder quelques minutes pour que tu finisses ta réponse.